Je déconseille fortement d'essayer d'imiter Elon Musk ou d'autres milliardaires. Ce sont des cas exceptionnels. Et si vous entraînez votre cerveau à penser que vous pouvez être comme eux, vous n'y arriverez jamais. Zoltan Istvan ne pense pas seulement à l'avenir, il essaie d'y télécharger l'humanité. Philosophe, journaliste et ancien candidat à la présidence des États-Unis, Zoltan est l'une des voix les plus fortes du mouvement transhumaniste, une idéologie qui vise à utiliser la science et la technologie pour améliorer radicalement la condition humaine. Selon Peter Diamandis, d'ici 5 ans, nous pourrons télécharger notre esprit. Nous ne savons pas laquelle va fonctionner, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a maintenant des centaines de milliards de dollars investis pour surmonter la mort biologique. Avec autant d'argent investi, le succès est probable. De l'écriture du pari transhumaniste à la défense de l'allongement de la vie et des droits de l'intelligence artificielle, il repousse les limites que la plupart des gens n'osent remettre en question. La liberté morphologique, c'est cette idée que vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez de votre corps. Cela s'oppose au concept de liberté morphologique. Le monde est devenu étrange et fou, que ce soit la politique ou autre chose. Ne t'implique pas trop, ça reste à l'extérieur. Préoccupe-toi de ta famille, de ta réussite, mais ne t'inquiète pas pour le grand monde, il continuera d'avancer. Cet épisode explore sa vision audacieuse de l'immortalité, de l'éthique et de l'intelligence artificielle, et ce que signifie être humain dans un monde où les machines pourraient bientôt nous surpasser. Je pense que les gens sous-estiment l'intelligence artificielle. Ils pensent qu'elle ne pourra jamais les remplacer, mais elle le peut. Je suis convaincu qu'elle commencera à prendre massivement des emplois dans les 6 à 12 prochains mois. Je pense que la chose la plus importante concernant le transhumanisme en ce moment, et je n'aurais pas pu dire cela il y a 10 ans, mais je peux le dire maintenant, c'est que Si vous pensez à certaines des aventures les plus inattendues que vous avez vécues dans votre vie, quelle serait une excellente histoire à raconter au public qui résumerait vraiment qui vous êtes en tant que personne? Bien sûr. Eh bien, laissez-moi parler du surf sur volcan parce que je pense que c'est, vous savez, l'une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. Après l'université, j'ai eu la chance de décrocher un emploi chez National Geographic juste quand la caméra mini digital vidéo est apparue. La caméra mini digital vidéo a révolutionné le journalisme télévisé en permettant d'obtenir des images de qualité avec un appareil de seulement 2,5 kg, remplaçant les lourdes caméras de 36 kg. Et donc, lorsque j'avais navigué auparavant au Vanuatu et que j'avais eu l'occasion de voir ce volcan sur Tanna, on voit cette immense façade de sable. Ça ressemblait juste à une pente. Quelques années plus tard, je suis retourné voir National Geographic et j'ai dit que je voulais faire du volcanoboarding. Je savais que personne ne l'avait fait, mais que je pouvais le faire. Et j'ai tout filmé et je leur ai envoyé. Ils ont trouvé les images spectaculaires. Et ça a vraiment lancé ma carrière chez National Geographic parce que ce que je faisais était une première pour eux. Soudainement, je suis devenu un journaliste régulier pour eux. Le surf sur volcan a décollé depuis, avec tous ces gaz qui s'échappent, le danger et les roches de lave en fusion. Mais ça a été un moment décisif au début de ma vingtaine qui a vraiment aidé à lancer ma carrière. Et vous savez, pour être honnête avec vous, une grande partie du mérite revient à la caméra mini digital vidéo, simplement à l'innovation et à la technologie, parce qu'elle a permis à quelqu'un qui n'était pas journaliste comme moi de le devenir et de devenir un journaliste reconnu du jour au lendemain. Et donc, ça a été un grand moment pour moi Dans la vingtaine. J'adore ça. Je veux dire, toi, je ne sais pas comment le décrire. Tu penses différemment de la plupart des gens. Je pense que c'est ta force, c'est ta spécialité. Tu penses différemment. Je veux dire, si tu réfléchis à d'autres sortes de moments charnières dans ta vie. En tant que journaliste pour National Geographic, tu as failli marcher sur une mine à un moment de ta carrière. J'aimerais beaucoup entendre cette histoire du Vietnam qui a changé ta perspective sur la moralité, la condition humaine et la vie. Si les gens dans le public ne l'ont pas entendu, ça serait intéressant de la partager. Donc c'est bien ça, c'était le point de bascule? Oui, absolument. Donc, avant National Geographic, j'étais étudiant en philosophie à l'Université Columbia. J'y ai passé de très bons moments et j'avais découvert le transhumanisme, les idées futuristes et la volonté de vaincre la mort grâce à la science et ce genre de choses. Tout cela relevait de la science-fiction à l'époque, mais c'était dans un coin de ma tête. Mais quand j'ai travaillé à National Geographic, ils envoyaient beaucoup de jeunes journalistes dans des zones de guerre pour qu'ils fassent leurs preuves dans des zones de conflit. C'est comme ça qu'on se fait un nom. Et c'était un peu le parcours naturel à l'époque. Et je couvrais un conflit et une zone démilitarisée au Vietnam. Il n'y avait plus de guerre, mais des mines antipersonnelles parsemaient le territoire. Et c'est toujours comme ça, dans ces endroits. Ils sont juste désolés, sombres. Il y a des bâtiments détruits partout.
On a l'impression d'être dans une zone de conflit. Je faisais un reportage sur les chasseurs de bombes où les habitants vietnamiens déterrent des bombes américaines non explosées qui ont été larguées. Environ 40 millions de bombes ont été larguées, dont 10% n'ont jamais explosé. Ces engins mesurent environ 2,5 mètres de long et sont remplis de métal. Et si vous en vendez une, vous pouvez obtenir quelques centaines de dollars de métal parce qu'elles sont tout simplement énormes. Et pour un riziculteur au Vietnam, cela représente l'équivalent d'une année de travail dans les champs. Au Vietnam, malgré la présence de nombreux chasseurs de bombes, le problème persiste. Les gens marchent sur les mines antipersonnelles et perdent leurs jambes. C'est donc un métier à haut risque. En couvrant une histoire pour National Geographic, j'ai eu une grosse frayeur en manquant de peu de marché sur une mine antipersonnelle dans le sol. C'était un disque, je ne le savais pas. Je n'avais rien remarqué jusqu'à ce que mon guide me pousse hors du chemin en disant « Hé, idiot, regarde ce truc, il m'a un peu jeté à terre. » Et plus tard, on s'est dit « Oh mon Dieu, j'ai failli. Tu sais, j'aurais au moins pu être mutilé, voire même mourir. » C'est à ce moment-là, après plusieurs années à couvrir des zones de conflit, que je me suis dit « Tu sais quoi? J'envisage peut-être de quitter National Geographic et d'arrêter de couvrir les zones de conflit. J'ai besoin de faire quelque chose de plus axé sur la science. J'ai besoin de faire quelque chose pour rester en vie. » Et je savais, grâce à mes études précédentes à Columbia, qu'il existait des mouvements comme le transhumanisme qui veulent se consacrer à vaincre la mort grâce à la science. Et donc, après ce moment au Vietnam, j'ai vraiment décidé de me consacrer à l'un de ces mouvements. Et le transhumanisme, qui peut sembler être un terme étrange, signifie en réalité simplement utiliser la science et la technologie pour surmonter toutes les limites de l'être humain. J'ai trouvé un moyen d'appartenir à ce mouvement et de l'utiliser pour faire avancer ma carrière, mais tout cela a vraiment été stimulé par ce moment où j'ai failli mourir en marchant sur une mine terrestre, vous savez, pour National Geographic au Vietnam, tout d'abord. Ça ressemble, pas pour les riziculteurs, ça ressemble à la pire version de l'entrepreneuriat. Je veux dire, on se plaint de notre qualité de vie et de ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Et ça, c'est une histoire folle, ridicule. Si tu y réfléchis, bah, tu sais, beaucoup de gens dans ce podcast, je trouve que le transhumanisme comme idéologie est complètement à l'opposé du stoïcisme, qui consiste vraiment à accepter sa propre mort et à s'en servir pour alimenter son ambition et sa façon d'avancer dans la vie. Quel est le, je ne veux pas dire argument parce que ce n'est pas un argument, c'est comme si c'était une idée qui peut être réalisée, mais quelle est la motivation derrière le fait que quelqu'un veuille vivre éternellement? Eh bien, La principale motivation, et c'est un peu ce que j'ai découvert au Vietnam avec National Geographic, c'est que je veux vivre parce que j'aime la vie, tout ce que je fais. Vous savez, voyager dans ces différents pays, faire des reportages sur des causes humanitaires. Je veux dire, tu aimes la vie, quand tu aimes les gens, alors tu ne veux pas laisser tout ça partir. Mais le vrai problème avec la vie humaine, du moins de mon point de vue, et pour beaucoup d'autres personnes, c'est qu'elle se termine. Tu sais, nous sommes des êtres voués à disparaître. Nous sommes conçus ainsi et nous sommes en quelque sorte une bombe à retardement. Car à un moment donné, nous allons disparaître. Et c'est là que j'ai vraiment compris quelque chose. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut changer ça? Et puis tout à coup, tu te dis, attends, oui, on peut changer ça. Il existe plusieurs méthodes pour prolonger la vie. Grâce au progrès scientifique, dans les 5 à 20 prochaines années, nous serons capables d'allonger considérablement l'espérance de vie. Et une fois que j'ai compris ça, tu sais, après avoir couvert des zones de conflit, des zones de guerre, des fusillades et d'autres endroits, parce que j'ai couvert beaucoup d'autres endroits au Vietnam, au Cachemire, en Amérique du Sud, tu sais, tous ces autres endroits et le Moyen-Orient, j'ai réalisé que, waouh, on pourrait peut-être surmonter la mort. Cela m'a ému. J'ai alors réalisé que j'avais un but. dans la vie, j'adore ça. Je veux dire, quand tu le dis comme ça, c'est vraiment difficile d'argumenter contre, mais je pense que pour beaucoup de gens qui n'ont pas étudié ton travail et qui ne comprennent même pas l'idéologie, ça ressemble à de la science-fiction. On dirait que tu dis, dans 5, 10, 20 ans, on va prolonger la vie de façon spectaculaire. Donc pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler du transhumanisme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est la prévention des maladies? Est-ce que c'est comme Neuralink? Qu'est-ce que c'est exactement?
Bien sûr, eh bien, le transhumanisme est simplement un mouvement social, et c'est amusant. C'est un nom amusant, c'est juste un terme générique pour beaucoup de choses différentes comme la cryonie, l'immortalité, l'allongement de la vie, la pensée sur la singularité, peu importe, c'est juste un terme qui englobe un vaste mouvement de scientifiques et de gens ordinaires qui cherchent à utiliser la science et la technologie pour prolonger radicalement la vie humaine. Maintenant, comment ferions-nous cela? La plupart des gens meurent d'une défaillance d'organes. Les transhumanistes défendent le travail sur les organes synthétiques et leur impression 3D domaine qui a connu d'énormes avancées. Cela peut aussi inclure des organes de porc, comme le fait une grande entreprise en Floride. Il existe de nombreuses façons de prolonger la vie, mais l'objectif principal des transhumanistes est d'arrêter la mort. Grâce à la science. Maintenant, les autres méthodes sont, par exemple, l'édition génétique. Essayez d'ajuster vos cellules pour qu'elles ne vieillissent pas. Il y a une petite chose appelée la télomérase à l'extrémité de l'acide désoxyribonucléique, et si vous pouviez l'éliminer, comme la méduse, vous pourriez peut-être vivre des centaines d'années de plus. Donc, il y a des transhumanistes qui travaillent là-dessus. Et puis, ça devient un peu plus science-fiction, où certaines personnes travaillent sur le téléchargement de l'esprit. J'ai entendu hier Peter Diamandis, le grand fondateur du X-Prize, dire que dans 5 ans, nous allons télécharger nos esprits. Télécharger son esprit en 5 ans, c'est fou. C'est une autre façon de ne pas mourir, cela touche vraiment tous les domaines. Nous ne savons pas laquelle va fonctionner, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a maintenant des centaines de milliards de dollars, surtout dans la Silicon Valley, où je vis, qui sont investis pour surmonter la mort biologique. Quand autant d'argent est investi dans un projet, il y aura probablement... J'écoutais des podcasts et un animateur a mentionné que vos opinions étaient controversées. Je ne comprends pas, oui. Maintenant que je sais ce qu'est le transhumanisme, en quoi vivre plus longtemps, prolonger la durée de vie et garder les gens en meilleure santé, qu'est-ce qui est controversé là-dedans? Bien sûr. Eh bien, vous savez, on pourrait penser au premier abord qu'il n'y a rien de controversé là-dedans. Mais en réalité, c'est parce que nous vivons dans un pays très dominé par la religion. Environ 80% des habitants des États-Unis croient en une vie après la mort et en une forme de Dieu, et dans le monde entier, ce chiffre est encore plus élevé, autour de 85%. Si vous croyez en ces choses, vous devez vous demander pourquoi les humains devraient-ils prendre le pouvoir de l'immortalité ou de la longévité indéfinie. Je ne suis pas sûr de l'immortalité. Non, vous savez, la plupart des transhumains ne disent pas que nous allons vivre éternellement. Nous aimons simplement penser que nous allons vivre 100, 200 ans, 300 ans. Nous pourrions être capables de contrôler quand nous mourrons et si nous mourrons. C'est vraiment le but de tout cela. Et je pense que cela est controversé par rapport à l'état naturel des choses. Donc, si vous êtes une personne religieuse et que vous entendez quelqu'un dire « Oh, nous allons vaincre la mort », vous vous dites « Attendez une seconde, toute la dichotomie de la religion, c'est que vous vivez, vous menez une bonne vie et donc vous allez au paradis et vous êtes jugé par Dieu. Tout va bien. » Mais si vous éliminez ce besoin de jugement et de Dieu, alors où cela laisse-t-il même la religion? Et c'est là, à mon avis, que la controverse surgit. D'autres personnes, pour être justes, disent que la mort est nécessaire dans l'évolution humaine afin que de nouvelles choses puissent émerger. C'est en effet un argument solide et difficilement contestable. Le problème était que même si la mort est nécessaire pour faire émerger de nouvelles idées, je n'ai toujours pas envie de mourir. Et je ne suis pas sûr d'avoir besoin de mourir pour que les autres y ont l'impression qu'il y a toujours une sorte de nouveau printemps qui arrive. Je ne veux certainement pas que mes enfants meurent simplement parce que je suis censé laisser la place à d'autres personnes. Je pense que les humains peuvent peut-être trouver d'autres moyens d'être créatifs et de donner naissance à de nouveaux commencements. Je suis d'accord avec ça. J'aimerais avoir ton avis sur... Est-ce que le gouvernement fait quoi que ce soit en matière de longévité ou de qualité de vie? J'ai l'impression que ce n'est pas autant qu'il le devrait. Notre système se concentre sur les soins aux malades, pas sur la santé globale. Et c'est peut-être pour ça que tu t'es présenté à la présidence. Mais parle-moi un peu de l'état actuel de ce que le gouvernement américain, peu importe le parti démocrate ou républicain, pense de la longévité. Bien sûr, eh bien, laisse-moi juste te dire, tu sais, quand je me suis présenté aux élections et encore aujourd'hui, le principal objectif, je dirais, de la plupart des transhumanistes et des militants pour la longévité, c'est de caractériser le vieillissement comme une maladie. Que les gouvernements du monde, y compris celui des États-Unis, déclarent que le vieillissement est une maladie. Si nous considérons soudainement le vieillissement comme une maladie, il sera traité comme le cancer, Alzheimer ou le diabète. Soudainement, d'importants financements du National Institutes of Health et d'autres sources seront alloués à cela.
Pour l'instant, en raison de considérations religieuses, personne ne veut qualifier le vieillissement de maladie, et je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Vous savez, quel est l'intérêt de vivre jusqu'à 100 ans si les 15 dernières années de votre vie sont vraiment douloureuses? Pour la majorité des personnes de 4-25 ans et plus, c'est vraiment très difficile. Nous devons vraiment investir. Le gouvernement n'a pas assez investi. Et j'ai une légère tendance libertarienne. J'aime laisser les gens faire ce qu'ils veulent et que le gouvernement garde ses distances. Ce n'est ni un parti ni une affiliation politique. C'est juste que, vous savez, je crois davantage aux gens et aux entrepreneurs qui agissent plutôt qu'au gouvernement qui les freine ou impose des réglementations. Mais en même temps, je pense que puisque le gouvernement a des poches aussi profondes, il serait très utile qu'il stimule l'entrepreneuriat et les personnes dans le monde entier qui essaient de créer des entreprises pour vaincre le vieillissement. Mais pour cela, il faudra caractériser le vieillissement et le désigner comme une maladie, spécifiquement comme on le fait pour le cancer. Traitons le vieillissement comme le cancer, cela changera la donne. Actuellement, la somme d'argent investie dans la recherche sur le vieillissement, vous savez, les choses anti-âge, est très minime, seulement de l'ordre de quelques millions. Mais si tout à coup nous le traitions comme le cancer, nous y investirions des milliards. Et immédiatement, probablement en 5 à 7 ans, vous verriez un impact important sur la vie quotidienne des Américains. Bien. Je pense que c'est tellement important. Le concept de liberté morphologique. Quel est ce concept et pourquoi est-il si important? Bien sûr. La liberté morphologique, c'est cette idée que vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez avec votre corps. Personne ne devrait s'y opposer. Bien sûr, si vos actions corporelles interfèrent avec celles de quelqu'un d'autre, c'est différent. Mais la liberté morphologique stipule que vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez avec votre corps tant que vous n'interférez pas avec autrui. J'ai une puce implantée dans la main, mais dans plusieurs États des États-Unis, même cette puce, qui est juste une sorte de gadget électif, je peux aller à une fête et échanger des bitcoins avec. Je peux, elle contient mes informations. Elle a une carte de crédit, vous voyez, des choses comme ça. Dans certains États, scanner ou envoyer des services de messages courts avec une carte d'identité est illégal, bien que techniquement possible. C'est illégal? Oui, c'est illégal. Alors j'ai écrit un article pour le New York Times à ce sujet parce que tous les États se demandent devrait-on autoriser les gens à s'implanter des puces dans le corps pour le plaisir, même si c'est juste pour s'amuser ou faire des tours en soirée? La réponse était non, nous ne devrions pas permettre aux gens de faire cela car nous ne voulons pas qu'ils aient la liberté de disposer de leur corps. Cela va à l'encontre du concept de liberté morphologique. De manière générale, les transhumanistes sont un peu marginaux, comme des biohackers, ils sont en marge de la société. Ils expérimentent en introduisant de nouvelles substances dans leur corps. Nous essayons de voir ce qui fonctionne et nous ne voulons pas être arrêtés par le gouvernement qui dit « Non, vous ne pouvez pas faire ça ». Si nous ne nuisons à personne, nous aimerions expérimenter avec nos propres corps. C'est intéressant. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, donc, vous êtes entrepreneur, vous avez créé des entreprises, mais est-ce que ces entreprises sont aussi axées sur le transhumanisme, sur l'optimisation du corps humain? J'ai entendu dire que vous aviez un vignoble, mais il y a aussi une composante nootropique dans ce vin. Parlez-moi des entreprises que vous créez en tant que transhumaniste, mais aussi comment vous vivez personnellement votre vie selon cette philosophie. Bien sûr. Eh bien, vous savez, ce qui est ironique, c'est que j'ai créé beaucoup d'entreprises, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas vraiment eu grand-chose à voir avec le transhumanisme. Le transhumanisme a été le sujet de mon roman Le Pari transhumaniste, écrit il y a environ 10 ans. Grâce au succès de son best-seller, il a fondé le Parti transhumaniste et s'est présenté à la présidence des États-Unis. J'ai eu de la chance lorsque les médias ont déclaré « Oh, nous avons un candidat scientifique qui se présente à la présidence ». Tout à coup, je suis devenu en quelque sorte semi-célèbre à cause de cela, mais mes entreprises étaient plutôt ennuyeuses. Je travaillais pour National Geographic, gagnant entre 6 et 7 000 $ pour chaque mission de 3 à 5 semaines à l'étranger. Tout venait en liquide et je ne savais pas quoi en faire. À l'époque, mon père était malade et j'aidais à payer certaines de ses factures dans l'Oregon. Je me suis dit que j'allais peut-être commencer à investir un peu dans l'immobilier là-bas, vu que c'était beaucoup moins cher qu'en Californie, où je vis actuellement. J'ai commencé à acheter des maisons à rénover. Les jours sans mission ou quand je restais à la maison pendant 2 mois, je retapais ces maisons. Mon expérience dans la vente m'a toujours permis de bien maîtriser les outils. Je revendais rapidement les propriétés acquises, accumulant près de 20 biens immobiliers. Avant le krach de 2008, j'ai vendu la majorité de mes actifs, car les choses devenaient incontrôlables, trop belles pour être vraies. Mais toi, tu as bien choisi le moment.
Oui, moi. J'ai très bien choisi le moment et j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, j'ai rejoint un groupe avec un ami, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vendu. Ironiquement, le groupe n'a pas réussi. Je jouais de la guitare dans un groupe qui n'a pas percé. Malgré cela, au début de la trentaine, je me retrouve multimillionnaire profitant de ma jeunesse. Et que devrais-je faire de ma vie maintenant? C'est à ce moment-là que j'ai écrit ce livre, Le pari transhumaniste. Et cela a, en quelque sorte, lancé ma carrière en tant que personnalité publique, je suppose, à voyager, à parler du transhumanisme. Mais maintenant, j'ai commencé à investir dans des vignobles à travers une entreprise appelée Zoltan Isvan Vignobles et Domaines. Nous possédons des vignobles et une cave dans la Napa Valley, ainsi qu'un vignoble à Mendoza, en Argentine, mon premier achat. Nous avons également un grand vignoble avec une cave et un petit château à Bordeaux, en France. Tout cela est regroupé sous une seule entreprise. Et notre objectif avec cela est en fait d'y introduire des médicaments transhumanistes appelés nootropiques. Ce sont des médicaments pour le cerveau qui sont censés vous rendre plus intelligent. Certains de mes amis titulaires d'un doctorat de Berkeley m'ont aidé avec ça. Pour être honnête, je doute que boire du vin vous rende plus intelligent, même avec ça. On y travaille, c'est un vœu pieux C'est un vœu pieux. On essaie d'obtenir. d'y arriver. Il ne fait aucun doute que tes capacités cognitives sont légèrement supérieures. Mais nous n'avons pas encore trouvé la solution où tu bois du vin et deviens super intelligent, même si nous y travaillons. C'est la nouvelle entreprise sur laquelle je travaille. Nous avons remporté des prix l'an dernier avec notre Malbec et Cabernet Sauvignon. Et donc, c'est ma toute nouvelle entreprise. Et on verra bien. Je t'enverrai une bouteille quand on aura un truc qui marche. Oui. Quand on y pense, je crois que quand je regarde ce que tu as entrepris dans la vie, je veux dire, tu étais un journaliste respecté. Tu t'es présenté à la présidence, tu as écrit un livre à succès, tu es un entrepreneur accompli. Je sais que tu interviens sur de nombreux sujets techniques, mais juste en termes de transition rapide vers un état d'esprit qui t'a guidé tout au long de ta carrière. Quand on voit quelqu'un qui a autant de succès dans autant de domaines ou d'industries différents, il y a quelque chose dans ta façon de penser ou ta manière d'agir qui te pousse en avant. Qu'est-ce que tu penses que c'est pour quelqu'un qui commence tout juste son parcours? Ouais. C'est un secret étrange auquel je pense fréquemment. Donc, je veux dire, pas pour jeter un froid sur cette idée, mais je pense qu'une grande partie de ça, c'est en partie de la chance. Mais il y a plus dans la chance que ce que beaucoup de gens réalisent. Tu vas avoir de la malchance et de la chance dans la vie. Mais quand la chance te sourit, il faut la saisir. Quand tu as de la malchance, tu dois simplement laisser ça derrière et admettre « j'ai foiré ». C'est une clé pour les entrepreneurs. Tu sais, tu lances 10 entreprises, tu dois savoir que 7 ou 8 vont échouer. Mais si 2 commencent à prendre de l'élan, tu mets tout ton cœur et ton âme dedans parce que tu as un peu de chance et tout d'un coup, cette chance double, puis elle quadruple, puis ça devient exponentiel. Rapidement, tu obtiens quelque chose qui vaut 100 fois plus que ce que tu avais au départ. Quand j'ai débuté dans l'immobilier, je ne pensais pas que ça deviendrait une entreprise. Mais rapidement, je me suis retrouvé avec plusieurs propriétés et investissements à différents endroits. Rapidement, les choses ont commencé à exploser, doublant puis quadruplant. Et tu sais, j'ai simplement eu beaucoup de chance qu'il y ait ces opportunités, mais j'ai reconnu que j'étais chanceux et j'ai compris que c'était le moment. Et je pense que cela est arrivé récemment à certains de mes amis dans le transhumanisme qui sont de grands partisans de la crypto-monnaie. Je leur ai dit, écoutez, vous avez de la chance, c'est votre moment. Mais une partie de la chance, c'est aussi de réaliser qu'elle ne durera pas éternellement. Donc, il faut savoir quand vendre. Et une autre chose que je dirais, au-delà de profiter de la chance, c'est de ne pas être trop gourmand. La plupart des gens iront plus loin en réussissant, sachant quand sortir, recommencer, réussir à nouveau, en le faisant plusieurs fois. Et très vite, après quelques décennies, vous vous retrouverez très prospère. Je n'ai jamais eu de grands coups de chance dans ma vie, mais j'ai eu des succès solides encore et encore. Et très rapidement, je me suis retrouvé beaucoup plus riche que lorsque j'étais dans la vingtaine, dans la trentaine. Et puis quelque chose comme le coronavirus disease 2019 est arrivé et j'avais encore beaucoup de propriétés et elles ont de nouveau doublé, tu sais. Et je pense que la clé, c'est que maintenant, certaines personnes, comme Elon Musk ou autres, ils frappent d'un coup de circuit, c'est un grand chelem et ils y vont, tu vois. Mais je pense que la majorité d'entre nous ne peut pas forcément viser ça tout le temps. Il faut être un peu réaliste. Il faut être réaliste. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de relations, d'amitié et de gestion des choses.
Ne vise pas toujours les gradins. Parfois, un coup sûr jusqu'à la deuxième base peut être vraiment bien. Surtout si tu sais que tu peux réussir jusqu'en deuxième base, encore, et finalement tu te retrouveras même plus loin que celui qui a toujours visé les gradins. Et je sais que ça ne semble pas être un conseil très excitant. Mais je me suis découvert comme étant quelqu'un de plutôt traditionnel, en voyant ma richesse grandir à chaque fois, notamment grâce à ça, alors que je viens tout juste d'avoir 50 ans. Soudainement, c'est comme waouh, comment suis-je devenu millionnaire? Comment cela a-t-il pu arriver alors que je n'ai pas vraiment travaillé ces 20 dernières années? Mais il se trouve simplement qu'il y a eu des investissements intelligents, jamais trop gourmands, et me voilà plutôt content de ça. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Vanta. Maintenant, écoutez bien, c'est important pour votre entreprise. Dans le paysage numérique actuel, la sécurité n'est pas une option. C'est crucial, sinon les accords se stagnent, les cycles de vente s'allongent et passer à l'échelle devient ardu. Mais pourquoi? Les investisseurs, clients et partenaires attendent des entreprises qu'elles démontrent de solides pratiques de sécurité avant tout engagement. Si vous ne prouvez pas votre fiabilité, vous perdez des opportunités. Donc, que vous soyez un fondateur de start-up essayant de décrocher ce premier gros client ou une entreprise établie cherchant à faire évoluer son programme de sécurité, Vanta aide les entreprises de toute taille à prouver qu'elles sont dignes de confiance en automatisant la conformité à travers 35 cadres comme Service Organization Control, 2, Organisation internationale de normalisation 2701 et HIPAA. Les certifications exactes que vos prospects exigent. Voici pourquoi vous devez y prêter attention. Vanta vous rend le temps précieux que vous perdez actuellement avec la conformité. Leur plateforme automatise jusqu'à 90% des tâches fastidieuses de conformité. Elle accélère jusqu'à 5 fois la réponse aux longs questionnaires de sécurité et vous connecte à des experts pour lancer rapidement votre programme de sécurité. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un rapport récent d'International Data Corporation a révélé que les clients de Vanta réalisent plus de 535 000 $ de bénéfices par an et que la plateforme est rentabilisée en seulement 3 mois. Vous allez donc rejoindre plus de 10 000 entreprises mondiales comme Atlassian, Quora et Factory qui utilisent Vanta pour gérer les risques et prouver leur sécurité en temps réel. Ne manquez pas ça. Pour un temps limité, mes auditeurs peuvent économiser 1 000 $ sur Vanta. C'est de l'argent réel dans votre poche. Rendez-vous sur vanta.com/Scott dès maintenant avant que cette offre n'expire. C'est VANTA/Scott. Prolon est un partenaire à succès. Maintenant, de longues semaines et des week-ends chargés peuvent laisser tout le monde déprimé et fatigué. Nous travaillons sans arrêt. Et c'est pourquoi j'adore le régime de 5 jours qui imite le jeûne de Prolon. J'aime vraiment cette entreprise. Voici comment ça marche. Ils ont un régime imitant le jeûne qui vous régénère de l'intérieur vers l'extérieur. Ils livrent des soupes, encas et boissons à base de plantes pour maintenir votre corps en état de jeûne tout en vous nourrissant. Quand votre corps est en état de jeûne, cela active le renouvellement cellulaire et c'est très efficace. C'est pourquoi j'aime le jeûne intermittent depuis tant d'années. C'est la magie de Prolong. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent de lancer leur programme de 5 jours nouvelle génération. Il offre les mêmes avantages qu'avant, mais désormais, tous leurs aliments sont 100% bio, plus savoureux et prêts à consommer. Il facilite le processus. J'ai essayé Prolong original et je me sens incroyable à chaque fois. J'ai hâte de tester cette nouvelle version améliorée. Si vous ne les avez jamais goûtés, vous allez adorer, car l'ancienne version était déjà excellente. Je suis impatient de découvrir le nouveau programme Prolong de 5 jours. Pendant une durée limitée, Prolong offre une promotion spéciale aux auditeurs de Success Story. Profitez de 15% de réduction sur tout le site et d'un cadeau bonus de 40 € en vous abonnant à leur programme de 5 jours. Rendez-vous sur prolonglife.com, Clary, pour obtenir votre réduction et votre cadeau. prolonglife.com, Clary, je pense que... Quelques idées à retenir de cela, et je vais en fait faire le lien avec l'état actuel de la technologie et les opportunités pour les entrepreneurs. Une chose que tu as mentionnée, c'est que lorsque quelque chose fonctionne, tu t'y investis totalement. Et je me demande si tu observes cela chez les jeunes entrepreneurs. J'en ai beaucoup parlé dans ce podcast. Beaucoup d'entre eux externalisent leurs réflexions, cherchent des solutions rapides ou une gratification instantanée. Je pense que, à cause de l'environnement dans lequel un jeune entrepreneur grandit, il leur est plus difficile de consacrer le temps nécessaire pour voir les résultats, pour savoir s'ils doivent s'investir totalement dans quelque chose parce qu'ils recherchent une gratification immédiate. C'est ce que je crois. Je pense que c'est pourquoi, de nos jours, la technologie a rendu l'entrepreneuriat plus accessible que jamais. Mais en même temps, l'attention des gens n'a jamais été aussi courte. Et je pense que cela nuit vraiment de façon significative.
Et si tu avais la même attention que tu avais à 20 ans et que tu l'appliquais à quelque chose, en plus de tirer parti de la technologie à laquelle nous avons accès aujourd'hui, tu serais imbattable. Je ne crois pas que ce soit la norme. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Oui, je le suis. Je veux dire, je vois d'énormes changements culturels et tu sais, pour ton public maintenant, j'ai un fils de 11 ans et une fille de 14 ans et je me demande ce qu'ils vont faire. Reprendront-ils mon entreprise de vin et nos propriétés immobilières dans le monde ou les géreront-ils? Je ne sais pas. Leur capacité d'attention est clairement différente de la mienne. Leur façon de faire les choses. Ouais, il y a aussi tout un autre aspect lié à l'attention aux médias et aux réseaux sociaux. Des choses où tu peux gagner beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de succès en se basant simplement sur le fait de devenir quelqu'un. Mais ça ne marche que pour un tout petit nombre de personnes. Je ne suis pas sûr que dans le monde de l'intelligence artificielle, l'autre éléphant dans la pièce de 800 livres. Je suis d'accord, chaque génération fait face à des défis différents et la situation actuelle ne peut pas durer. Tu sais, je suppose que c'est un défi, mais il semble que ça devienne plus difficile pour quelqu'un qui vient juste de sortir de l'université de... Pour percer dans ce domaine, ils doivent être plus concentrés. Qu'avant, ils doivent être tellement concentrés, mais s'ils peuvent t'écouter et ils doivent être concentrés et ils doivent aussi arrêter d'écouter les soi-disant gourous entrepreneurs des réseaux sociaux et arrêter d'idolâtrer des gens comme Elon Musk. Peu importe ce que tu penses d'Elon, mais sache que Pour être une personne à 8 chiffres, tu n'as pas besoin, tu sais, d'envoyer des fusées sur Mars. Il est possible de bien vivre en créant des entreprises peu excitantes. Totalement. Et Je déconseille fortement d'essayer d'imiter Elon Musk ou d'autres milliardaires. Ils étaient des exceptions. Et si vous entraînez votre cerveau à penser que vous pouvez être comme eux, vous n'y arriverez jamais. 99,9999% n'y arriveront jamais. Cependant, si vous allez à San Francisco, vous réalisez que beaucoup de gens gagnent des salaires à 8 chiffres ou s'en approchent. Beaucoup de gens vont dans de beaux resorts, font ce genre de choses, vivent la belle vie, envoient leurs enfants en colonie de vacances et font tout ce qu'ils veulent faire, ce qui est une belle vie. Et c'est réalisable. C'est tout à fait réalisable si vous travaillez dur et que vous êtes intelligent dans vos choix. Je pense qu'il est en fait très dangereux d'essayer de devenir extrêmement riche comme un milliardaire. Je pense que les gens ne réalisent pas que beaucoup de cette richesse est héritée et relève souvent de la chance ou de simples coïncidences. Mais en Amérique, c'est encore, à mon avis, vraiment le rêve américain. Si tu veux travailler dur, que tu es un peu malin et que tu t'investis vraiment, tu peux encore accomplir énormément de choses. Et je te garantis que tu pourrais probablement finir multimillionnaire, à moins qu'il n'arrive quelque chose de terrible. n'arrive, je suis tout à fait d'accord. Si tu réfléchis à la façon dont tout ce que tu as appris sur la longévité et le transhumanisme a influencé ta vision du monde, est-ce que cela change ta façon de vivre ta propre vie? Il y a une limite à la vie en 2025, mais cela pourrait changer dans 5 ou 10 ans, on verra. Mais est-ce que cela change ta façon de vivre, ce que tu entreprends ou ta manière d'être, ou est-ce que ça change ta façon d'élever tes enfants ou quoi? J'essaie de te comprendre. Qu'est-ce que le transhumanisme signifie pour toi aujourd'hui? Je pense que l'aspect le plus crucial du transhumanisme actuellement, ce que je n'aurais pu affirmer il y a une décennie, c'est que nous sommes à l'aube de grandes découvertes, que ce soit par l'édition génétique ou par différents médicaments qui arrivent sur le marché, mais nous allons commencer à inverser le vieillissement ici dans 10 à 25 ans. Donc, ce qui est le plus important pour les personnes de 50 ans et plus, comme moi, c'est d'essayer de rester en bonne santé parce que la transition arrive. Mais si vous attrapez un cancer dans 5 ans, vous n'allez pas y arriver et vous allez manquer la plus grande opportunité que vous ayez jamais eue. Cette capacité à peut-être vivre 50 ans de plus, 100 ans de plus et entrer, disons, dans l'ère de Star Trek ou l'ère, vous savez, d'aller sur Mars et des choses vraiment incroyables. Donc, c'est vraiment important. C'est la seule chose que j'ai retenue. C'est vraiment important en ce moment de commencer à traiter votre santé comme une priorité absolue, non pas parce que vous n'allez pas mourir, mais parce que vous ne voulez pas manquer ce qui va arriver. Ça devient tellement fou dehors, ça devient tellement incroyable. La technologie évolue tellement rapidement. Je veux voir ce qui va arriver. Quel moment terrible pour mourir maintenant, non? Comme vous le savez, le monde est à l'aube de l'intelligence artificielle, de la conquête du vieillissement biologique et, vous savez, d'envoyer des fusées vers d'autres planètes. Quel moment pour être en vie et voir ça?
C'est vraiment passionnant, c'est super excitant. Et je suppose que la vraie question était, existe-t-il des pratiques quotidiennes, ou même, je veux dire, des peptides ou une sorte de technologie que vous pensez être bénéfique pour les gens aujourd'hui, sans avoir à attendre 5 ans, et qui, selon vous, apportent déjà des avancées? Il existe plusieurs médicaments différents. Pour être honnête, je sais que Ray Kurzweil prend 80 pilules par jour et Brian Johnson du mouvement Don't Die fait aussi toutes sortes de choses. Pour ma part, je ne fais pas tout ça, c'est un peu ennuyeux. Je crois simplement, très simplement, que je fais de l'exercice tous les jours, religieusement. Ouais. En somme, que ce soit courir, surfer ou autre, j'essaie d'éviter les excès dans mon alimentation. Pas trop de viande, de graisse, de sucre, en maintenant un certain équilibre. Je bois de l'alcool, ce qui est probablement mon plus grand vice. Parfois, cela se voit à mon ventre. Moi, c'est probablement mon plus gros problème. J'aimerais pouvoir arrêter, mais travaillant dans le vin, ça fait partie de mon quotidien. Se passe. Mais Vous savez, ce qui compte le plus pour moi en ce moment, c'est de rester en bonne santé et actif, et d'essayer de ne pas devenir trop bizarre ou fanatique à ce sujet. Il existe des techniques de biohacking qui peuvent grandement améliorer votre santé. Si vous pouvez identifier celles qui correspondent à votre profil génétique, c'est parfait. Pour moi, il s'agit vraiment de bien dormir. Je pense aussi qu'il faut essayer de rester sans stress. Le monde est devenu étrange et fou, que ce soit en politique ou autre. Il vaut mieux ne pas trop s'impliquer et rester en retrait. Préoccupe-toi de ton argent, de ta famille, de ta réussite. Si tu écris un livre, concentre-toi dessus sans t'inquiéter pour le reste du monde qui continuera de tourner. Ce n'est même pas ce qu'on devrait faire. être au courant de tous les traumatismes qui se passent dans le monde. Bien sûr, D'un point de vue génétique et évolutif, nous n'avons jamais été programmés pour être égalitaires. Nous étions simplement avec notre tribu immédiate. Et soudainement, nous participons tous à la politique mondiale. Ma voix compte sur Twitter. Probablement pas, tu sais. Donc, je dis aux gens de prendre du recul, mec, pour ta propre sécurité, ta propre santé, et aussi parce que ça te donne plus d'énergie pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tes amitiés, ta famille, tes enfants, tes parents, ton argent, tes affaires. Je veux dire, ce sont des choses vraiment importantes. Je pense que les gens l'oublient parfois. Et je veux aussi dire que le gouvernement est conçu pour te donner envie d'être tellement impliqué dans ce cirque de la vie, mais la vraie vie, c'est dans les gens que tu aimes, les entreprises que tu crées, les choses que tu construis de tes mains, et ça, ce qui compte le plus pour moi, c'est l'enthousiasme que suscitent les nouvelles technologies. Outre l'intelligence artificielle, qui est un sujet évident, quelle autre technologie te passionne le plus? tu sais, je crois que la technologie la plus impressionnante actuellement est la création d'organes synthétiques. Nous pourrions tous devenir des super athlètes olympiques si on pouvait nous donner un... Des équipes dans le monde entier travaillent sur la création d'un cœur synthétique qui serait meilleur que celui de Michael Phelps en natation. Plusieurs pays, entreprises et universités sont impliqués dans ce type de recherche. De même pour l'œil, ils développent un œil synthétique qui voit déjà mieux que le tien. Certaines personnes aveugles aux États-Unis ont des yeux avec une meilleure vision télescopique que la nôtre de naissance. Bientôt, cet œil robotique pourra transmettre les réseaux sociaux, voire permettre de réaliser directement cette interview. Ces technologies sont en cours d'expérimentation dans la Silicon Valley, mais ne sont pas encore commercialisées. C'est l'une des choses qui m'enthousiasme le plus. Lorsqu'on parle de transhumanisme, c'est vraiment le niveau supérieur. Donc probablement dans 1 an ou 2, cela dépendra de la réglementation, mais il y a des gens qui travaillent sur des bras robotiques connectés à votre système nerveux qui seront aussi fonctionnels que votre... Des bras bioniques permettront de lancer une balle de baseball, jouer du piano et même chauffer votre café. Des entreprises y travaillent déjà. La question est de savoir comment les gens s'adapteront et si le marché en voudra, sans oublier la réglementation de la Food and Drug Administration qui sera le plus grand défi. Oui. Et laissez-moi juste dire que c'est là que la Chine met une bonne dose de pression sur les États-Unis parce que les Chinois ont une culture où ils ne sont pas tellement opposés, où ils ne trouvent pas que toutes ces choses sont si étranges. Ils se disent « Ah, une amélioration? Très bien, je le fais. » Ils le font simplement, ça fait partie de leur culture confucéenne et bouddhiste. L'Amérique doit réaliser que même si nous sommes à la pointe de l'innovation, d'autres pays nous poussent souvent à accepter des innovations que notre culture ou notre peuple pourrait. Si vous présentez un bras robotique à quelqu'un au Kansas, il pourrait être réticent à l'accepter.
Ils vont dire « Oh, c'est stupide, je ne veux rien avoir à voir avec ça ». Alors que je pense que vous savez, peut-être en Floride, en Californie, on est plus ouvert d'esprit à ce genre de choses. On va se dire « Bon, vous savez quoi? Est-ce que c'est utile? Si je travaille dans la construction, est-ce que je pourrais faire plus de travail pour être mieux payé? Eh bien, si c'est le cas, alors oui. » Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut vendre ces choses-là, vraiment par une méthode axée sur le consumérisme et aussi simplement le capitalisme. Laissez le capitalisme suivre son cours et les gens diront « Je veux ça parce que je vais gagner plus d'argent. On aura une plus grande maison ou ce que tu voudras. » Je tiens à remercier Cornbread Hemp pour son soutien à l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, les gummies cannabidiol de Cornbread Hemp ont vraiment été un excellent ajout à ma boîte à outils bien-être. Je ne les utilise pas tous les jours, seulement quand je veux me détendre après des semaines particulièrement chargées, mais ils sont parfaits pour ces moments où l'on veut relâcher la pression et retrouver son équilibre, vraiment déconnecté du travail. Ce qui rend les produits de Cornbread spéciaux, c'est qu'ils sont fabriqués à la main en utilisant uniquement la fleur de chanvre biologique certifiée United States Department of Agriculture. C'est ça, le meilleur, pour une expérience la plus pure et la plus puissante, sans additifs, sans artifices, juste de la qualité complète et naturelle dans de délicieuses saveurs pastèques, fruits rouges et pêche. Je les garde dans ma table de nuit pour les moments où j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour me détendre. J'apprécie aussi leur transparence. Chaque lot est testé par un laboratoire indépendant, donc vous savez exactement ce que vous consommez. Et ils ont préparé une offre spéciale pour tous les auditeurs du podcast Success Story. Les auditeurs peuvent économiser 30% sur leur première commande. Il vous suffit d'aller sur cornbreadamp.com/success et d'utiliser le code success lors du paiement. C'est cornbreadamp.com/success, code success, pour 30% de réduction sur votre première commande de ces incroyables bonbons gélifiés. FreshBooks soutient cet épisode. C'est la solution pour les entrepreneurs à succès qui veulent garder le contrôle de leurs finances tout en développant leur entreprise. Les chiffres sont éloquents. Plus de 30 millions de personnes ont opté pour FreshBooks, traitant plus de 60 milliards en factures et gagnant un remarquable 192 heures par an sur la comptabilité. Pensez-y, économisez un incroyable 192 heures chaque année sur les tâches comptables. Réfléchissez-y, cela représente presque 8 jours complets. Concentrez-vous sur l'essentiel, développez votre entreprise. FreshBooks est plus qu'un simple logiciel de comptabilité. C'est votre centre financier tout en un. Créez des devis pro, suivez le temps, facturez vos clients automatiquement et enregistrez vos dépenses partout. Il s'intègre à plus de 100 outils professionnels que vous utilisez déjà avec un service client primé. Si vous êtes prêt à ne plus vous noyer sous les reçus et à cesser de courir après les paiements, voici ce que vous devez faire. Commencez votre essai gratuit de 30 jours sur freshbooks.com sans carte de crédit. J'ai quelque chose de spécial pour tous les auditeurs de Success Story. Profitez d'une remise exclusive de 60% pendant 6 mois sur freshbooks.com Fund Pricing Offer. Transformez votre business avec FreshBooks dès maintenant. C'est freshbooks.com Pricing Offer pour 60% de réduction. Un appareil comme Neuralink, beaucoup de ce dont vous parlez concerne cela. C'est, je suppose, crucial à un certain degré si vous avez, par exemple, un cœur synthétique ou des yeux synthétiques, mais Neuralink se connecte directement à votre cerveau. Donc je pense que c'est ce que quelqu'un qui est stressé à ce sujet ou qui n'est peut-être pas un grand fan de Neuralink dirait. Eh bien, c'est la seule partie de votre corps où, je veux dire, est-ce que vous voulez vraiment de la technologie à cet endroit-là de votre corps? Donc, je veux dire, je suppose que je peux demander, par exemple, si vous êtes un fan de Neuralink et du concept, ou s'il y a des parties du corps dont vous pensez que le transhumanisme devrait se tenir à l'écart. Je pense que le transhumanisme devrait concerner toutes les parties du corps, sans exception. Je pense, cependant, donc si vous me demandez si je suis prêt à télécharger mon esprit ou à adopter un Neuralink, je suis prêt à l'expérimenter juste un peu. Je préfère que d'autres essaient en premier. Si vous me demandiez si j'aimerais que mon enfant le fasse, je refuserais. Je ne ferais vacciner mon enfant que si c'était médicalement nécessaire. Parce que je m'inquiète de ces choses, tout comme je m'inquiéterais du vaccin contre le coronavirus disease 2019. Vous savez, je veux dire, je ne fais plus vraiment confiance aux grandes entreprises pharmaceutiques et ce genre de choses. Ne vous méprenez pas, je crois toujours aux vaccins. Je continuerai à les prendre, mais je suis devenu plus méfiant après ce que j'ai vu politiquement ces dernières années. Et c'est pareil avec Neuralink. Je ne veux pas qu'on touche à mon cerveau. J'ai déjà essayé la rétroaction sur les ondes cérébrales. C'est presque comme si ça pouvait te faire planer. Et après, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre. Je me sens un peu étrange. Je n'étais pas vraiment sûr. Je n'ai pas envie que des gens s'amusent avec mes neurones parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner, comment ça va se passer. En même temps, je pense que si assez d'entre nous le font et qu'il y a suffisamment de raisons de dire « Eh, c'est génial, on peut accéder à l'intelligence artificielle »,
tu pourrais avoir Google Maps dans ta tête, tu pourrais faire des interviews comme celle-ci dans ton cerveau, d'esprit à esprit. Alors je pense que je le voudrais vraiment et que j'adorerais le faire, mais je ne serai pas le premier. Mais pour être honnête, il y a 15 ans, j'aurais sûrement répondu que je voulais être le premier. Encore une fois, là, je change peut-être un peu cela en moi. Tu sais, Dressé, on en a parlé plus tôt sur la façon dont tu abordes les choses différemment, surtout maintenant que, tu sais, si je suis père, est-ce que je fais ces choses parce que j'ai des enfants, j'ai envie de prendre un peu de recul et de laisser les autres le faire en premier? Mais je suis toujours, tu sais, prêt à le refaire avec le temps. Il n'y a aucun doute que la biologie du cerveau, fragile et destinée à mourir, doit être remplacée. Toutes les cellules sont vouées à disparaître. Et les interfaces machines, les cerveaux artificiels, les 1 et les 0 finiront par l'emporter. Cela pourrait être dans 100, 200 ans, mais il ne fait aucun doute que l'intelligence artificielle et ce type d'interface seront bien plus intelligents que nous. Par conséquent, nous voudrons y être connectés. Nous voudrons avoir un système de liaison neuronale pour pouvoir nous y connecter. Nous voudrons peut-être nous débarrasser complètement du côté biologique. Je dirais que oui. Quelques idées. Je suppose que la première question sera à plusieurs volets. Désolé, mais beaucoup de choses accompagnent cette idée. Alors d'abord, que se passe-t-il lorsque nous nous sommes complètement remplacés par la technologie? Quelle est la frontière entre le robot et l'humain? C'est une idée intéressante à explorer. Et deuxièmement, je suis curieux de savoir quelle est votre vision du futur, si tout le monde est optimisé grâce à l'intelligence artificielle, si l'humain est tellement optimisé que tout le monde a le même quotient intellectuel et vit éternellement. Quelle est votre version idéale du futur? Est-ce que les gens travaillent? Vivons-nous simplement dans une belle société où tout le monde profite de la qualité de vie et où plus personne ne travaille sur des tâches? C'est un peu une question en deux parties. Où pensez-vous que nous allons? Mais la deuxième partie de la question me fascine. Je ne suis pas certain de savoir où commence et se termine le cyborg, donc je ne peux pas répondre à la première partie de la question. C'est une décision personnelle que chacun doit prendre. J'ai souvent dit qu'une fois que votre corps est composé à plus de 25% d'organes synthétiques, on peut probablement dire qu'on est définitivement un cyborg. Qu'est-ce qu'être un vrai transhumain? Probablement plus de 50%. Nous n'en sommes pas vraiment proches. En même temps, pour répondre à la deuxième partie de votre question, comment fait-on pour que la société ne devienne pas uniforme, que tout le monde soit pareil et que tout soit morose? Eh bien, je suppose que vous savez, nous avons énormément de voitures. Par exemple, dans l'univers automobile, il existe une multitude de modèles de voitures et d'interrogations sur leur accessibilité financière. Et par conséquent, les autoroutes sont très, très diversifiées en termes de ce que vous pouvez acheter. Donc, je vois l'idée de l'amélioration humaine, ou ce que nous appelons les ateliers corporels humains qui installent chez eux des bras robotiques, des yeux robotiques. Ce sera toujours très diversifié, un peu comme les logiciels. Actuellement, la Chine et la Russie ont chacune leur propre intelligence artificielle. Il y aura toujours des variantes, certaines meilleures que d'autres. L'une pourrait être plus abordable selon votre budget. Je ne vois donc pas l'égalité comme un problème. Cependant, je vois que la vie continue de s'améliorer grâce à ces types de technologies. Je pense que si vous regardez le graphique de la science, que ce soit avec les vaccins ou simplement l'innovation scientifique en général, nos vies se sont améliorées. Moins de femmes meurent en accouchant, moins de personnes meurent de la grippe. Vous savez, avec le temps, la durée de vie moyenne des gens a vraiment explosé. Et ce genre de qualité, cette amélioration de la qualité de vie va continuer avec toutes ces avancées radicales que les humains vont obtenir. Et donc, tout le monde sera énormément plus heureux que, disons, leur arrière-grand-père ne l'était. Cela me convient parfaitement. Je ne pense pas que ça deviendra ennuyeux. Nous ne serons jamais égaux, toujours à des stades différents, et je ne souhaite pas l'égalité. En fait, je veux que certaines personnes veuillent être meilleures que d'autres. Et je veux de la compétition dans le système parce que c'est cela qui va continuellement. La compétition est essentielle à l'expérience humaine et à l'innovation. Elle nous pousse tous à progresser. S'il n'y a pas de compétition, alors je pense que l'innovation meurt. Elle meurt complètement. Elle meurt complètement. Et j'ai le sentiment que l'intelligence artificielle, quelle que soit la façon dont nous l'intégrons dans nos vies, aura aussi de la compétition en elle-même, car elle voudra être meilleure que l'autre ou sera programmée pour être meilleure que l'autre, peu importe ce que c'est. Je ne pense pas que la compétition disparaîtra bientôt et j'en suis très reconnaissant. Nous devons parler brièvement de l'intelligence artificielle. Je sais que, même dans ta propre vie, des officiers de la marine américaine sont venus chez toi discuter d'intelligence artificielle. La sécurité informatique est une priorité pour le gouvernement, non seulement dans un contexte commercial et grand public, mais aussi dans un contexte de défense et de menace.
À quoi penses-tu que ressemble l'avenir proche de l'intelligence artificielle en termes de dynamique de pouvoir mondial et de capacité militaire? Oublie que je l'utilise pour écrire un tweet, ce qui est possible avec Generative Pre-trained Transformer, mais quelles sont les vraies implications à court terme, puis peut-être à long terme une fois que nous aurons atteint l'Artificial General Intelligence? Bien sûr. Eh bien, tu sais, c'est drôle parce que le court et le long terme se rapprochent de plus en plus. J'étais à l'Université de Floride pour parler de l'intelligence artificielle juste hier. Et je dois dire que tout le monde, tous les professeurs qui étaient là et qui prenaient en eux aussi la parole, nous sommes tous terrifiés par la rapidité avec laquelle cela est arrivé. Récemment, lorsque j'étudiais à l'Université d'Oxford pour mon diplôme de 3e cycle, j'étais sous la direction de Nick Bostrom, l'un des principaux professeurs d'intelligence artificielle au monde. Et nous avions un module d'intelligence artificielle et personne ne parlait encore de ChatGPT parce qu'ils ne savaient non pas que cela existait. Ce sont les meilleurs professeurs d'intelligence artificielle au monde. Donc, 11 jours après la fin de ce module à Oxford, ChatGPT a été lancé. Donc, cela m'a vraiment montré que très peu d'experts ont la moindre idée de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Cependant, examinons ce que disent certains présidents directeurs généraux bien informés, comme Sam Altman et d'autres, sur le sujet. Vous savez, ça évolue très rapidement. Ça s'améliore pour l'écriture et la réflexion. Au final, je crois qu'il développera une conscience comparable d'une certaine manière à la nôtre. Je n'ai aucun doute qu'il commencera à prendre massivement le contrôle des emplois, probablement dans les 6 à 12 prochains mois. Ce sont des emplois comme avocat et comptable. Déjà, en tant que journaliste, je l'utilise tout le temps. Et finalement, j'ai un nom dont les gens ont besoin. C'est pour ça que je pourrais survivre plus tard. Mais si vous êtes juste un journaliste ordinaire sans nom, vous allez être remplacé. Et vous le voyez déjà. On assiste à de nombreux licenciements, même dans des magazines récemment. Cela touche de grandes publications, mais le phénomène va s'étendre au-delà. Cela va toucher le domaine des soins infirmiers, le secteur de la police. Je regardais justement les maîtres nageurs et je me suis dit « Oh mon Dieu, je pourrais tellement mieux repérer les gens en train de se noyer qu'un seul maître nageur qui regarde les gens et que ces technologies ne remplaceront peut-être pas les maîtres nageurs tout de suite, mais qu'à terme, tout finira par être remplacé. » Donc, probablement, d'ici 3 à 7 ans, une grande partie de la main-d'œuvre, jusqu'à 50%, sera confrontée à l'intelligence artificielle. Dans les 6 à 12 mois à venir, des licenciements massifs auront lieu, comme c'est déjà le cas actuellement dans la Silicon Valley. Vous le voyez parce qu'ils savent que d'ici 12 mois, la plupart du codage sera effectué par l'intelligence artificielle. Une grande partie du codage est déjà effectuée, réduisant ainsi le besoin en programmeurs informatiques. Ces dernières années ont répété « Apprenez à coder, c'est votre avenir ». J'ai vu les graphiques et la chute pour les développeurs est complètement folle, c'est dingue. Je pense que les gens sous-estiment la situation et vivent dans un monde imaginaire en pensant que l'intelligence artificielle ne pourra jamais les remplacer, même si ce n'est pas qu'une mode. Elle le peut. Elle sera bien plus intelligente que vous. En fait, je dirais officiellement que d'ici 24 mois, il vaudrait mieux avoir une vision holographique de Zoltan ici, avec un cerveau d'intelligence artificielle parcourant tous mes différents podcasts et interviews, et que cette intelligence artificielle réponde à vos questions. Et cette intelligence artificielle serait plus intelligente et plus éloquente pour répondre à la question cet hologramme que moi-même. Alors pourquoi devrais-je même envoyer mon vrai moi pour gâcher les choses? Les choses et mal prononcer des mots. Ouais, et puis l'intelligence artificielle n'a pas à gérer des trucs du genre « Oh, j'ai mal déjeuné, donc je n'ai pas beaucoup d'énergie ». Bien sûr. Je conduisais juste dans les embouteillages. J'étais un peu stressé. Tu sais, et je peux dire qu'il est probable que dans 18 mois, ce genre de choses se sera déjà produit. Je m'inquiète car j'essaie actuellement d'intégrer un programme de doctorat en Angleterre. Et tu sais, j'ai parlé à certains de mes professeurs et ils m'ont dit, tu sais, nous savons que d'ici à ce que tu termines, les thèses de doctorat seront mieux rédigées par l'intelligence artificielle que si tu passes par le système toi-même. Alors, es-tu sûr de vouloir faire ça? Mais tu sais... Je veux dire, oui, mais tu ne le fais pas pour ça. Bien sûr, tu le fais pour toi. Oui, mais maintenant, ce sera un problème pour le professeur. Comment puis-je savoir si ce mémoire, cette thèse, a été rédigé par un étudiant ou par une intelligence artificielle? Bien sûr, et ça va être très... difficile à déterminer. Et une grande partie de la raison pour laquelle je fais mon doctorat, c'est parce que je pense que ça correspond à ma vision classique du monde. Heureusement, je n'ai pas à le faire pour l'argent. Mais si tu essaies de le faire pour gagner ta vie ou trouver un emploi, ce n'est pas une bonne idée. Il n'y a pas de travail plus tard quand une intelligence artificielle peut l'écrire. Il suffit d'embaucher l'intelligence artificielle.
Cela pose un énorme problème pour les intellectuels. On ne parle pas seulement de quelqu'un dans la rue qui fait un travail manuel. Nous parlons d'un impact du sommet à la base, qui touche tout le monde, et cela va être incroyablement difficile dans 3 ou 4 ans, je ne serais pas surpris. Nous aurons des émeutes massives et de vrais problèmes contre les personnes qui craignent pour l'intelligence artificielle parce qu'elle va prendre tellement d'emplois et remettre en question tellement de choses. Eh bien maintenant, tu peux t'ajouter des points de quotient intellectuel du jour au lendemain, n'est-ce pas? C'est ça, il n'y a jamais eu d'outils qui te permettent de faire ça à ce point-là. Je veux dire, avant, c'était quoi l'outil? Passer des heures à lire des livres, j'imagine, dans une bibliothèque sur une longue période. Maintenant, je peux répondre à une question dans les 5 prochaines minutes. Ouais, non, c'est un changement. Monde. Très bizarre. Je ne sais pas exactement. Avant, j'avais une vision positive de l'avenir, mais elle s'est assombrie depuis. Le monde est devenu plus dystopique. Je crains de ne plus pouvoir promouvoir l'intelligence artificielle comme le faisaient les transhumains auparavant. Maintenant, je dis, halte là, soyons un peu plus prudents. Le scepticisme est nécessaire. Je dis à tout entrepreneur, lancez votre entreprise maintenant, n'attendez pas. N'allez plus à l'université pour faire quelque chose. Si vous avez une chance de gagner de l'argent, saisissez-la aujourd'hui. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver au monde économique dans 5 ans. Si vous avez l'opportunité de gagner de l'argent, d'investir et de lancer une entreprise aujourd'hui, saisissez-la plutôt que de la reporter pour aller à l'université ou faire autre chose. Parce que qui sait si l'université sera même utile dans 5 ans. Mais gagner de l'argent aujourd'hui sera au moins quelque chose que vous aurez quand le monde sera différent. Vous savez, quoi que ce soit. Une dernière réflexion sur l'intelligence artificielle, et j'ai mentionné cela, et je veux juste avoir votre avis là-dessus. Donc en ce moment, nous parlons de l'intelligence artificielle qui remplace des emplois, et cela impacte les moyens de subsistance, mais à l'échelle mondiale, comme les dynamiques de pouvoir global, nous avons vu DeepSeek sortir de Chine. Maintenant, il semble y avoir cette course à l'armement de l'intelligence artificielle, et je pense que le plus gros problème avec une course à l'armement de l'intelligence artificielle, c'est que ce sont les États-nations qui essaient de se surpasser les uns les autres. Mais en même temps, il y a des acteurs malveillants qui ne sont pas des États-nations et qui développent aussi l'intelligence artificielle. Il semble que nous et les États-Unis ne nous concentrions que sur les actions de la Chine et non sur le développement d'armes par un groupe terroriste qui passe inaperçu. Comment voyez-vous l'évolution des dynamiques de pouvoir mondial dans 5 ans? Selon vous, les États-nations devront-ils collaborer? Ou pensez-vous qu'il va y avoir, je ne sais pas, Enfin, où est-ce que ça va aller à partir d'ici? Je peux vous parler des théories du complot que j'ai entendues récemment à la conférence. J'y pensais depuis toujours. Donc, tout d'abord, nous devons battre la Chine en intelligence artificielle parce que la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne, c'est que si vous avez une intelligence artificielle plus puissante, vous pouvez simplement envoyer un virus à l'autre intelligence artificielle en cours de développement. Et cela fera tomber cette autre intelligence artificielle. Il n'y a pas d'option pour la collaboration. Ce serait formidable de collaborer, mais cela n'a tout simplement pas fonctionné. Cela n'a pas marché non plus avec les armes nucléaires. Nos cultures diffèrent grandement. Une théorie du complot circulant à la conférence est que il y a plusieurs raisons pour cela, sans entrer dans la politique. Beaucoup de facteurs entrent en jeu, mais je ne veux pas faire de commentaires politiques. D'Oxford jusqu'en bas, on a dit que la seule façon d'arrêter l'intelligence artificielle serait d'unifier le monde sous un gouvernement mondial unique, où l'on pourrait alors mettre la main dans la poche de tout le monde en disant que personne ne peut développer l'intelligence artificielle. Je pense que le développement de l'intelligence artificielle est le plus grand danger auquel l'humanité ait jamais fait face. Nous allons créer une super intelligence capable de faire à l'humanité des choses inimaginables. L'intelligence artificielle pourrait un jour décider d'arrêter toutes les voitures sur la route sans que cela ressemble nécessairement à Terminator. Et la plupart d'entre elles sont des voitures intelligentes, donc elle peut le faire. Et elle pourrait faire des choses comme couper tout le courant, tous vos réfrigérateurs, votre Wi-Fi, n'importe quoi. Elle peut nous ramener aux années 60 ou 70 où tout était analogique. Donc, beaucoup de gens pensent que même certaines des affaires de Trump en ce moment avec la Russie ont à voir avec le fait qu'il va essayer de faire de Poutine un allié, puis ils vont s'en prendre à la Chine et essayer de créer une domination mondiale où nous pourrons alors, en quelque sorte, surveiller tout le monde pour empêcher le développement de l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne peut pas simplement laisser l'intelligence artificielle continuer à se développer.
que ce soit en Chine, aux États-Unis ou chez les mauvais acteurs du marché. Si quelqu'un continue à travailler vers une super intelligence, à un moment donné, cette intelligence artificielle deviendra plus intelligente que nous, et quand elle deviendra plus intelligente que nous, cela deviendra un vrai défi pour la race humaine. Et si elle décide qu'elle ne nous aime pas, et si elle dit « vous utilisez toutes les ressources de la planète Terre », ce sont mes ressources, celles de l'intelligence artificielle, vous savez, elle arrête le monde. Donc, la théorie du complot. À cette conférence, la théorie était qu'il y a une volonté pour que Trump devienne peut-être un empereur afin d'arrêter l'intelligence artificielle, non pas parce qu'il veut être empereur, mais juste pour l'arrêter. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont beaucoup d'universitaires de niveau doctorat qui pensent à ces choses-là, et ils ne sont généralement pas politisés, ils sont souvent de gauche, donc ils ne sont même pas pour ou contre la politique, mais ils essaient juste de comprendre ce qu'on peut réellement faire pour empêcher les mauvais acteurs, la Chine, la Russie, de développer une intelligence artificielle qui deviendrait super intelligente. Ça n'aide personne si une intelligence artificielle super intelligente prend le dessus. La raison pour laquelle je mentionne tout cela, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe dans les conférences académiques. Donc tout le monde est paniqué, tout le monde est inquiet, et nous pensons tous que la super intelligence sera là dans 2 à 5 ans au rythme où vont les choses. Donc, si quelque chose comme la Troisième Guerre mondiale n'arrive pas rapidement pour l'arrêter, alors nous serons dans une situation encore plus grave. La Troisième Guerre mondiale n'est pas ce qui nous inquiète. La véritable inquiétude est qu'une super-intelligence soit créée et anéantisse notre civilisation. Et c'est ce que j'ai trouvé fascinant d'entendre beaucoup d'universitaires écrire des articles et réfléchir à cela, comme si c'était réel et la réflexion la plus importante. Le processus, absolument incroyable. Je t'apprécie beaucoup. Tu as beaucoup donné. Je veux donner aux gens l'opportunité de se connecter avec toi et de découvrir ton travail. Où aimes-tu les diriger s'ils veulent suivre ce sur quoi tu travailles, site web, réseaux sociaux, etc. J'ai un site web, zoltanishvon.com, où les gens peuvent découvrir une grande partie de mon travail, incluant mes projets professionnels, mes écrits, mon journalisme passé et mon travail de navigation. Pour suivre mes actualités, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est assez connu que j'ai pensé à me présenter comme gouverneur de Californie. Je devrais prendre une décision dans les prochains mois. Je n'ai pas encore choisi, mais j'y réfléchis sérieusement. Donc, ça pourrait être quelque chose de sympa. Ce serait une promotion, oui. Et tu sais, je mènerais vraiment une campagne très forte sur comment pouvons-nous gérer l'intelligence artificielle. Je suis aussi, tu sais, un partisan d'autres concepts comme, tu sais, j'entends toutes ces personnes parler des écoles publiques. Lors d'un débat pendant ma campagne pour le poste de gouverneur en 2018, on m'a demandé ce que nous allions faire en 2035 concernant les systèmes scolaires. J'ai ri et j'ai dit, il n'y aura plus de systèmes scolaires comme nous les connaissons d'ici 2035. Déjà en 2025, c'est comme les universités et les écoles commencent à dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ?» Aller à l'université n'a plus d'autre intérêt que la socialisation. Apprendre les mathématiques est différent. Nous voulons rendre nos enfants intelligents, mais nous ne les poussons plus vers un emploi. Nous ne pouvons pas imaginer qu'il y aura des emplois qu'un humain pourra faire et qu'une intelligence artificielle ou un robot ne pourra pas faire d'ici 2035. Et donc, vous commencez vraiment à repenser le système scolaire et à repenser ce que cela signifie d'être un être humain vivant, surtout, vous savez, dans la belle Californie et la belle Floride. C'est drôle pourtant, ce sont des questions auxquelles je répondrais si je me présentais au poste de gouverneur. Donc, si votre public veut suivre cela, il pourrait au moins passer un bon moment à écouter. Je ne pense pas que je gagnerai malheureusement, mais j'aurai certainement des arguments intéressants si je choisis cette voie. J'adore ça. Pour laisser le public avec une réflexion. Beaucoup de sujets stressants pour les personnes intéressées par la technologie et l'intelligence artificielle ont été abordés, et ils se posent probablement les mêmes questions que celles posées aujourd'hui. Supposons, écoutez, il faut partir du principe que l'intelligence artificielle ne va pas dominer le monde. Partons simplement de ce principe. Et disons que nous voulons nous préparer, et plus important encore, préparer nos enfants à une belle vie. Quels sont les mots de sagesse que vous donneriez à quelqu'un qui dit « D'accord, je suis plus âgé, j'ai réussi. J'ai déjà compris l'essentiel sur la vie, l'argent, la richesse et le bonheur pour mes enfants. Quelle voie dois-je leur indiquer? Est-ce que je les envoie à l'école? Est-ce que je fais d'eux des entrepreneurs? Quel métier devraient-ils viser? Quels sont les mots de sagesse pour quelqu'un qui veut savoir comment assurer la réussite de ses enfants? Si vous êtes parent, le plus important est de vouloir construire une richesse que vous pourrez transmettre à vos enfants si, pour une raison quelconque, vous veniez à mourir ou à vieillir.
C'est crucial pour moi, comme créer un monde où mes enfants n'auraient pas besoin de travailler pour survivre grâce à des maisons, des fonds et des investissements. C'est très important pour moi. Donc, si vous êtes parent, faites-le dès maintenant. Je pense que pour les enfants eux-mêmes, il faut vraiment qu'ils soient heureux et qu'ils trouvent de l'épanouissement et du sens dans ce qu'ils font au quotidien. Nous pourrions tous devenir artistes dans un futur à 100 ans, parce qu'il n'y aura plus de travail obligatoire et l'art peut être quelque chose de beau à faire. On ne le vendra peut-être pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui peut avoir du sens selon ce que vous voulez faire, vous voyez. Et il est difficile de savoir où se trouve vraiment l'avenir. Peut-être qu'il réside simplement dans beaucoup d'activités physiques. Vous savez, je suis un grand surfeur. Si j'avais de la chance et une vie de rêve, je serais sur une plage aux Bahamas à surfer toute la journée pour m'améliorer. Et cela pourrait être quelque chose que nos enfants pourront faire, une véritable vie de luxe sans ce sens fort et défini du travail, parce que les robots et l'intelligence artificielle s'en chargeront. Cependant, si les robots et l'intelligence artificielle n'arrivent pas, comme je l'ai mentionné, cela pourrait être dû à des personnes qui les en empêchent. Il est crucial de leur dire « la concurrence est primordiale ». Trouve ton loup intérieur et développe-le. Ton tigre intérieur, peu importe ce que c'est. Trouve quelque chose qui a du sens pour toi et poursuis-le. Gagne de l'argent en le faisant et mets-y de l'âme. Tu sais, développe une connexion spirituelle avec ton travail, ta vie, les gens autour de toi et crée un vrai monde. Et je pense que le plus important, c'est de fabriquer quelque chose de tes mains. Et je ne veux pas dire forcément avec tes mains, mais de façon physique. Façonne quelque chose. Rends le monde meilleur. Quand je traverse Miami et que je vois les gratte-ciel, je me dis « Waouh, qui sont les gens qui ont créé ces choses ?» Ce sont des monstres et des merveilles. Alors crée et fais quelque chose de toi-même. J'adore ça. Je pense aussi que les enfants devraient s'intéresser aux nouvelles technologies pour ne pas être ignorants de ce qui se passe dans le monde. Je sais beaucoup de choses, surtout dans la tech, et toi encore plus que moi. Je lis constamment les actualités pour comprendre ce qui se passe. Beaucoup dans mon entourage, hors du domaine de la tech, ignorent complètement l'intelligence artificielle et ses impacts potentiels, pensant à tort que cela ne les concernera pas. C'est une mauvaise attitude, il est important de se tenir informé. Merci beaucoup d'être venu, j'apprécie. Une dernière question que je pose toujours, on peut faire court. De toute la sagesse que tu as acquise au cours de ta vie, si tu devais tout résumer en une seule leçon que tu voudrais transmettre à tes enfants, et tu as déjà donné beaucoup de leçons différentes, mais la leçon la plus importante que tu veux que tes enfants retiennent en grandissant, quelle serait cette leçon et pourquoi? Ne laissez pas la peur contrôler votre vie. Beaucoup ont peur de prendre des risques. Je pense qu'on grandit en ayant peur de tellement de choses différentes, que ce soit la société ou les parents. Oublie tout ça, mec. Rien de tout cela n'a d'importance. Ne fais pas attention à ce que pensent les gens. Ne laisse pas la peur diriger ta vie. Sors simplement et fais ce que tu as à faire. Et si tu te blesses, te mutiles ou te fais du mal entre-temps, eh bien, ça fait partie de la vie. La vie est dure et chaotique, parfois imparfaite, mais ne laisse pas la peur te guider. Car au final, si tu es sincère dans ta volonté de progresser et de saisir les opportunités, tu réussiras. Tu seras toujours fier de toi.